Juin 1944. L'enfer vert claustrophobique du bocage normand. Un brin de 8 onces de simple fil téléphonique est sur le point de paralyser 56 tonnes d'acier allemand. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas un scénario hollywoodien. C'est l'histoire déclassifiée presque incroyable de la façon dont l'idée désespérée et absurde d'un ingénieur a arrêté l'arme la plus redoutée de la Seconde Guerre mondiale en moins de 3 secondes. Pour comprendre comment cela s'est produit, vous devez d'abord comprendre le monstre. Vous devez comprendre le Tigre. Le Panzerkampfwagen 66 Tigre E, même son nom était un acte de guerre psychologique. Lorsque le Tigre 1 apparut pour la première fois, il détruisit la confiance des Alliés et des Soviétiques. Ce n'était pas un char, c'était une forteresse, un prédateur de 56 tonnes conçu pour un seul but: dominer. Son développement commença en 1941. Né du choc de la rencontre avec les T-34 et KV-1 soviétiques, les ingénieurs allemands chez Henschel et Porsche reçurent l'ordre de créer un char lourd qui serait intouchable. Et ils réussirent. Lorsque la production commença en août 1942, c'était l'arme terrestre la plus sophistiquée et la plus mortelle sur Terre. Parlons du blindage. L'avant de la coque était 100 mm d'acier massif trempé en surface. L'avant de la tourelle 120 mm. Son blindage latéral avait 80 mm d'épaisseur. Pour un équipage de Sherman américain, ces chiffres étaient une condamnation à mort. Le canon standard de 75 mm du Sherman ne pouvait pas pénétrer le blindage frontal du Tigre à aucune distance. Pas à 1000 mètres, pas à 500 mètres, pas à bout portant. Chaque obus rebondissait simplement. Les équipages alliés développèrent une mathématique terrifiante de survie. On estimait que pour garantir la destruction d'un seul Tigre, il fallait être prêt à perdre 5 Shermans. 5, pensez-y. Pensez à être l'équipage dans le premier, deuxième, troisième ou quatrième char, sachant que votre travail était simplement de mourir pour que le 5e char puisse obtenir un tir chanceux dans le blindage arrière plus mince du Tigre. Les tankistes alliés appelaient l'engagement d'un Tigre à distance une mission suicide. Ils reçurent l'ordre de l'éviter à tout prix, de fuir, de se cacher, d'appeler un soutien aérien qui pourrait ne jamais venir. Cela créa une phobie du Tigre qui paralysa des divisions entières. Et puis il y avait le canon. Le Tigre fut construit autour du légendaire canon KWK-36 de 88 mm. Ce n'était pas juste un canon de char. C'était une version modifiée du redouté canon anti-aérien Flak 88, déjà célèbre pour arracher les bombardiers alliés du ciel et anéantir les chars britanniques en Afrique du Nord. Monté dans le Tigre, c'était un fusil de sniper. Il pouvait percer 4 pouces de blindage incliné à 1000 mètres. Le blindage frontal d'un Sherman, il pouvait le pénétrer depuis 2000 mètres. C'est plus d'un mile. L'équipage du Tigre pouvait s'arrêter, repérer une colonne alliée et détruire 5 Sherman avant que les Américains ne sachent même qu'ils étaient à portée. Le Tigre était en sécurité. Les Alliés étaient impuissants. Chaque Tigre était un chef-d'œuvre d'ingénierie mortelle. Chacun coûtait plus de 650 000 Reichsmark. Chacun nécessitait 300 000 hommes pour être construit. L'Allemagne ne pouvait pas se permettre de les perdre. Les Alliés ne pouvaient pas se permettre de les affronter. Le char était alimenté par un moteur Maybach HL 230 P45 générant 700 chevaux vapeur. Il pouvait faire pivoter sa tourelle massive sur 360 degrés en moins d'une minute. Il pouvait grimper une pente de 35 degrés. Il pouvait traverser des rivières de 4 pieds de profondeur. Il était dans tous les sens invincible. Où l'était-il ? Chaque légende a un secret. Chaque monstre a une vulnérabilité. Et celle du Tigre était magnifique. Les Allemands l'appelaient le Laufwerk, le train de roulement. Regardez une photo d'un char Sherman. Vous voyez de simples roues verticales, faciles à construire, faciles à remplacer. Maintenant, regardez un Tigre. C'est différent. C'est un système complexe et imbriqué de roues porteuses qui se chevauchent. 9 roues porteuses par côté, se chevauchant en 3 rangées distinctes. Ce n'était pas un accident. C'était une pièce délibérée et brillante d'ingénierie allemande. Pourquoi faire cela ? Distribution du poids. Pour empêcher le char de 56 tonnes de s'enfoncer dans un sol mou, les ingénieurs devaient distribuer ce poids immense sur la surface de chenille la plus large possible. Le motif de chevauchement distribuait la contrainte parfaitement. Cela donnait au Tigre une pression au sol de seulement 14,8 livres par pouce carré, inférieure à celle de nombreux chars plus légers, y compris le Sherman. Cela signifiait que le Tigre pouvait traverser un terrain mou et boueux qui enliserait des conceptions plus simples. Cela donnait également à l'équipage une conduite incroyablement douce, ce qui améliorait la précision du canon en mouvement. En théorie, c'était parfait. Sur le terrain, c'était un cauchemar de maintenance. Cette complexité exquise était le talon d'Achille du Tigre. Pensez à ces roues qui se chevauchent. Que se passe-t-il lorsque le char traverse de la boue ? La boue se coince. Sur le front de l'Est, les équipages de Tigre faisaient face à un enfer quotidien. Les espaces entre les roues se remplissaient de boue russe épaisse, qui gelait ensuite solide pendant la nuit. Les chenilles se bloquaient, le char complètement immobilisé. Les équipages passaient des heures chaque matin sous la menace du tir de sniper, essayant désespérément d'arracher des blocs de terre gelés du train de roulement avec des pieds de biche et des chalumeaux. Dans le désert,
c'était le sable. Le grain usait les anneaux de pneus en caoutchouc qui amortissaient chaque roue, brisant la suspension. Et puis il y avait la réparation. Pour changer une seule roue porteuse intérieure sur un Tigre, un équipage devait d'abord retirer jusqu'à 8 des roues extérieures. Ce qui prenait 20 minutes à un équipage de Sherman avec des outils de base, prenait une demi-journée à un équipage de Tigre s'ils avaient une grue lourde spécialisée à proximité. Cette complexité avait des coûts catastrophiques. Plus de friction, plus de points de défaillance, plus d'opportunités pour que des débris se logent dans le mécanisme. C'était un système conçu pour un monde parfait, pas pour le sang et la boue d'une guerre totale. Et 4 jours après avoir débarqué sur Omaha Beach, un électricien de 23 ans de Pittsburgh remarqua, son nom était le caporal James Malister. Il n'était pas un expert en blindage. Il était un ingénieur de combat avec la 1re division d'infanterie. Son unité avait été chargée de dégager les barrages routiers à l'extérieur de la ville détruite de Marigny. Et là, il le vit. Un Tigre abandonné, son moteur mort de manque de carburant. Malister avait vu un Tigre exactement une fois. Il grimpa sur la coque froide. Il toucha le blindage. Il étudia les chenilles. Il compta les roues. Il mesura les espaces avec ses mains. Il remarqua ce que les concepteurs du char, dans leur quête de perfection, avaient négligé. Les roues qui se chevauchaient créaient des canaux étroits entre leurs bords. Des espaces verticaux serrés où les roues se touchaient presque, mais pas tout à fait. Chaque espace avait peut-être 3 pouces de large, juste assez pour que les roues tournent, mais juste assez étroit pour piéger des objets d'une certaine dimension. Il vit des preuves. Une seule pierre coincée entre 2 roues avait fissuré le pneu en caoutchouc de l'une d'elles. Un morceau de chaîne pris dans le pignon d'entraînement avait déchiré 3 maillons de chenilles avant que l'équipage ne parvienne à le couper. Malister, l'électricien, comprenait les systèmes. Il comprenait la tension. Il passa ses doigts le long de l'ensemble de chenilles massifs. Chaque maillon pesait 11 livres. L'ensemble complet de la chenille d'un côté pesait près de 2000 livres. Une fois cette masse en mouvement, elle générait un élan énorme. Elle résistait à l'arrêt, mais Malister réalisa que si quelque chose coinçait ce mécanisme, ce même élan irrésistible amplifierait les dégâts. Cela déchirerait la machine de l'intérieur avant même que le conducteur ne puisse réagir. Il classa l'observation. Une curiosité, une note de bas de page dans une longue journée brutale. 3 semaines plus tard, sa compagnie était retranchée le long d'une haie au sud de 40 ans. Et sa curiosité soudaine allait devenir la seule chose entre 32 hommes et l'anéantissement. Le terrain était le bocage. La haie de Normandie, plus ancienne que la guerre, plus ancienne que les nations. Ce n'étaient pas des buissons. C'étaient des talus massifs de terre et de pierre de 4 pieds de haut, surmontés d'anciennes ronces épineuses. Ils divisaient la campagne en un labyrinthe claustrophobique. Chaque champ était une forteresse. Chaque brèche dans la haie, une zone de mort. Le bocage transforma la guerre de manœuvre rapide en une guerre d'usure brutale et broyante. L'infanterie avançait au mètre. Les chars devenaient aveugles, leurs canons incapables de traverser. Les Américains s'étaient entraînés pour les champs ouverts. Ils s'étaient entraînés pour les assauts de plage. Ils ne s'étaient pas entraînés pour cela. Les haies anéantissaient chaque avantage allié. Le blindage ne pouvait pas bouger. Le soutien aérien ne pouvait pas voir les cibles à travers l'épaisse canopée. Mais les Allemands comprenaient ce terrain. Ils avaient eu 4 ans pour se préparer. Chaque carrefour était préenregistré pour le tir de mortier. Chaque brèche était couverte par des mitrailleuses MG42 interconnectées. Les Allemands n'avaient pas besoin de gagner. Ils avaient juste besoin de retarder. Chaque jour que les Alliés passaient à saigner dans le bocage était un autre jour pour renforcer l'intérieur. Un autre jour pour déplacer les divisions Panzer, un autre jour pour fortifier les routes versant l'eau. Le peloton de Malister était en ligne depuis 18 jours. Ils avaient avancé de 2 miles. Ils avaient perdu 11 hommes. Les remplaçants étaient verts, des garçons de ferme de l'Iowa et des ouvriers d'usine de Détroit. Ils ne connaissaient pas le son d'un mortier allemand. Ils se figeaient quand les mitrailleuses ouvraient le feu. Malister et les autres vétérans leur enseignaient. Creusez plus profond, Restez plus bas. bougez plus vite. La plupart apprirent. Certains ne vécurent pas assez longtemps. 28 juin, 5h30. Les Allemands contre-attaquèrent. Pas une sonde, pas une patrouille. Une poussée blindée, en force complète. Des Panzergrenadiers, des Half-Tracks et roulant en tête de lance. 4 chars Tigres du 101e bataillon Panzer lourd. Le renseignement avait averti qu'ils étaient dans le secteur, mais savoir qu'ils étaient présents et leur faire face étaient 2 expériences très différentes. Les rapports de renseignement ne transmettaient pas le son. Malister les entendit avant de les voir. Le grondement guttural profond des moteurs Maïba, le claquement métallique des chenilles sur les pavés. Le sol lui-même tremblait. Son peloton était retranché le long d'une route encaissée, perpendiculaire à l'avancée allemande. 32 hommes, 2 bazookas, 3 fusils Springfield par trou de renard. Les ordres étaient simples. Tenir jusqu'à relève ou submersion. Personne ne s'attendait à ce qu'ils arrêtent 4 Tigres. La mission était de retarder. Gagner du temps pour l'artillerie. Forcer les Allemands à se déployer. Si le peloton tenait 30 minutes, ce serait un succès. La survie était optionnelle. 6h15. Les Tigrés apparurent.
4 formes grises monstrueuses émergeant de la brume matinale, leurs tourelles pivotèrent lentement. Leur long canon de 88 mm était élevé, prêt à tirer des obus explosifs dans la haie. Ils arrivaient, et rien sur Terre ne pouvait les arrêter. Le char de tête était à 200 mètres lorsqu'il tira. L'obus toucha une ferme à la gauche de Malister. La pierre et le bois explosèrent en fragments. La commotion secoua la poussière de la haie. Le deuxième tigre tira, puis le troisième. C'était un tir de suppression. Il était conçu pour garder les têtes américaines baissées, pendant que l'infanterie allemande avançait à côté d'eux. Le son était distinctif. Le canon KWK-36 de 88 mm avait un rapport plat, aigu et craquant. Ce n'était pas le rugissement tonitruant de l'artillerie américaine, c'était quelque chose de plus dur, plus percutant. Chaque tir était suivi du sifflement de l'obus en vol, puis du craquement de l'impact. Ils tiraient des obus explosifs, pas des perforants. Les tigres ne chassaient pas les chars, ils nettoyaient l'infanterie. Ils ne considéraient même pas le peloton de Malister comme une menace, ils le considéraient comme une nuisance. Les tactiques étaient méthodiques. Bombarder la haie. Avancer de 50 mètres, bombarder à nouveau, laisser leur infanterie balayer la position. Passer à l'objectif suivant. C'était un hachoir à viande. Malister regarda les deux équipes de bazooka blotties dans leurs trous de renard. Ils étaient la seule défense anti-char du peloton, et ils étaient inutiles. Malister connaissait les mathématiques. Le bazooka M1 pouvait, dans des conditions idéales, pénétrer 3 pouces de blindage. La portée effective était de 100 mètres. Au-delà, la précision de la roquette à charge creuse était terrible. Le blindage frontal du Tigre avait 4 pouces d'épaisseur, trempé, incliné. Même un coup parfait à bout portant rebondirait probablement ou se briserait, alertant l'équipage de votre position exacte. Les seuls points vulnérables étaient le pont moteur et la coque arrière inférieure. Pour les toucher, il fallait laisser le monstre de 56 tonnes vous dépasser. Il fallait le laisser rouler sur votre position, puis se lever derrière lui et tirer sur une machine conçue pour vous tuer. Aucun des hommes de Malister n'allait avoir cette chance. Les tigres pilonneraient la haie en gravats. Ensuite, leurs mitrailleuses achèveraient les survivants. C'était la doctrine standard. C'était une tactique éprouvée. Les Allemands l'avaient fait 1000 fois en Russie contre des troupes plus expérimentées que ce peloton américain. Ils le feraient ici, et cela fonctionnerait. Malister regarda la route encaissée. Elle faisait 15 pieds de large. Terre durcie, avec des ornières de charrettes agricoles. C'était la seule route à travers cette section de bocage qui pouvait supporter le poids d'un tigre. Les haies de chaque côté étaient trop denses, la terre trop molle. Les ingénieurs avaient vérifié 3 jours plus tôt. Tout ce qui était plus lourd qu'un half-track s'enliserait en moins de 20 pieds. Les chars devaient descendre cette route, en file indienne, à vitesse de marche, aveugles sur leurs flancs. C'était là que le peloton était censé résister. 2 bazookas positionnés pour tirer sur les ponts moteurs pendant que les tigres passaient. De l'infanterie avec des grenades pour tenter d'attaquer les ports de vision. C'était un espoir désespéré. Des tactiques de désespoir. Malister avait regardé les équipages s'entraîner avec le bazooka. C'était une bonne arme contre le flanc d'un Panzer IV. Elle était marginale contre une panthère. C'était un suicide contre un tigre. Il regarda ses mains. Il tenait encore la bobine de fil de communication. 300 pieds de câble d'acier tressé. Fil téléphonique de campagne, standard d'un 1/8 de pouce d'épaisseur. Résistance à la traction évaluée à 200 livres. Loin d'être assez fort pour arrêter un char. Vous pourriez l'enrouler autour du canon d'un tigre et le char ne le remarquerait même pas. Vous pourriez le draper sur la coque et l'équipage le brosserait. Le fil était pour les communications, pas pour le combat. Mais ce n'était pas ce qu'il avait besoin qu'il fasse. Il se souvint du tigre abandonné, l'acier froid, les espaces entre les roues, le caoutchouc fissuré d'une seule pierre coincée, l'ensemble de chenilles de 2000 livres, l'élan. L'idée était absurde. Un seul brin de fil contre 56 tonnes de blindage. Cela violait chaque principe de la guerre anti-char. Les mines fonctionnaient par force explosive. Les bazookas fonctionnaient par pénétration de charge creuse. L'artillerie fonctionnait par énergie cinétique et surpression. Le fil n'avait rien de tout cela. C'était une nuisance, un retard, quelque chose à balayer. Mais le fil pouvait coincer. C'était la théorie. Si le fil se prenait dans ses roues qui se chevauchaient, si l'angle était bon, si la tension tenait, cela pourrait juste coincer le mécanisme. Bloquer la chenille, immobiliser le char. C'était une faible chance. Une chance impossible. Mais l'alternative était de regarder 4 tigres rouler à travers la position du peloton et tuer tout le monde dans la haie. L'alternative était la mort certaine. Malister Kuro. Il sprinta 50 mètres le long de la route encaissée, restant bas dans la dépression où les artilleurs du tigre ne pouvaient pas le voir. La route se courbait légèrement, créant un angle mort. Il trouva ce dont il avait besoin. 2 poteaux de clôture robustes de chaque côté de la route. Du chêne patiné enfoncé, profondément, pour un portail qui n'existait plus. Les poteaux étaient solides, assez solides. Il attacha une extrémité du fil au poteau gauche, il l'enroula 3 fois autour, il a utilisé un nœud de pêcheur triple, quelque chose que son père lui avait appris pour sécuriser les conduits électriques, un nœud qui ne glisserait pas sous charge. Il a tiré le fil à travers la route. Il l'a maintenu tendu, à hauteur de cheville, peut-être 8 pouces du sol, assez bas pour attraper le train de roulement du tigre,
assez haut pour ne pas traîner dans la terre. Il a attaché l'autre extrémité au poteau de droite. Même technique, 3 tours, tension maximale. Le fil était assez tendu pour bourdonner quand il le pinçait. Il était presque invisible dans l'ombre matinale de la haie. Il avait 90 secondes avant que le tigre de tête n'atteigne sa position. Malister s'est précipité vers son trou de combat. Il n'a dit à personne. Il n'y avait pas de temps pour expliquer. Il n'y avait aucune certitude que cela fonctionnerait. Il a juste attendu. Le tigre de tête est entré dans la route encaissée à 6h20. Il se déplaçait à vitesse de marche. 4 km à l'heure. Le moteur était ralenti pour réduire la consommation de carburant. L'écoutille du commandant était ouverte. Un officier en uniforme noir de Panzer se tenait à moitié exposé, scrutant les menaces. C'était la procédure opérationnelle standard en terrain fermé. Les écoutilles fermées réduisaient la visibilité à des niveaux dangereux. Il ne valait risquer le feu des armes légères que de tomber dans une embuscade. Le canon principal était tourné à gauche, couvrant la haie où le peloton de Malister était caché. La mitrailleuse coaxiale était occupée, prête à ratisser la ligne d'arbres. Le char était à 20 mètres du fil. Mètre. Malister retint son souffle. Le pignon d'entraînement avant gauche a heurté le fil. La physique a pris le relais. Le fil ne s'est pas cassé. Les poteaux de clôture ont tenu. Le câble était plus fin que l'espace entre les roues de route chevauchantes du tigre, mais l'angle était mauvais. Au lieu de glisser, le fil s'est accroché au bord inférieur de la 3e roue de route. L'élan vers l'avant du char a tiré le fil vers le haut et vers l'intérieur. Il s'est enroulé autour de la roue en une fraction de seconde. Une boucle, 2 boucles, 3. Les roues entrelacées. La conception brillante et complexe du tigre ont créé un piège auto-alimenté. Alors que la roue tournait, elle attirait plus de fil dans le mécanisme. Le fil s'est coincé entre la 2e et la 3e roue. Cela s'est produit plus vite que le conducteur ne pouvait réagir. Le fil s'est enfoncé dans l'espace étroit. Le pneu en caoutchouc de la 2e roue s'est comprimé contre le fil. La 3e roue tirait dans la direction opposée. Le fil a mordu dans le caoutchouc. Il a trouvé prise. La tension a augmenté exponentiellement. 200 livres de résistance à la traction multipliées par l'avantage mécanique des roues tournantes. Le fil agissait comme un cliquet. Chaque rotation le serrait davantage. Les roues se sont verrouillées ensemble. L'ensemble de la chenille du côté gauche s'est grippé. La chenille droite a continué à bouger. Le tigre a pivoté violemment vers la gauche. Le conducteur a senti la perte de contrôle à travers les leviers de direction. Il a réagi instinctivement. Il a accéléré le moteur. Mauvaise décision. Le Maybach a rougi. 700 chevaux ont essayé de faire avancer la chenille bloquée. La chenille droite a creusé dans la surface de la route, projetant de la terre. Le tigre a dérapé latéralement. La chenille gauche bloquée agissait comme un point de pivot. Le char a tourné de 15 degrés en 2 secondes. Quelque chose dans le côté gauche a cassé. Passe le fil. Le fil a tenu. C'était un bras de suspension qui a échoué en premier. La barre de torsion reliant la 3e roue de route à la coque s'est fracturée sous la charge inégale, puis un support de montage. Le tigre a fait une embardée et s'est arrêté. Le moteur a hurlé. De la fumée noire s'est échappée de l'échappement alors que le régulateur essayait de compenser la charge soudaine impossible. Le conducteur a coupé le moteur avant qu'il ne s'endommage davantage. Temps total écoulé, 2,8 secondes. Le tigre était immobile dans la route encaissée, incliné à un angle de 15 degrés vers la gauche, bloquant l'avance des 3 chars derrière lui. Le commandant se tenait dans son écoutille. Il a regardé en arrière. Il a regardé en avant. Il a crié dans sa radio. Malister ne parlait pas allemand, mais il comprenait la panique quand il l'entendait. Le ton, l'urgence. Le commandant rapportait que son char était immobilisé. Cause inconnue. Chenille endommagée, bloquant la route. Il avait besoin d'ingénieurs. Il avait besoin d'équipements de récupération. Il avait besoin que la formation s'arrête. Les Allemands étaient piégés. La route était trop étroite pour que les chars derrière lui puissent reculer et faire demi-tour, et il ne pouvait pas contourner le char de tête. Les haies de chaque côté étaient des talus de terre de 4 pieds. Le terrain au-delà était mou. Un tigre de 56 tonnes, tentant de gravir le talus, s'enliserait ou perdrait une chenille. L'un ou l'autre résultat immobiliserait un 2e char. Il ne pouvait pas abandonner le véhicule. La doctrine interdisait de laisser un blindage opérationnel à l'ennemi. Ils étaient piégés. 4 tigres en formation linéaire, sur une seule route, avec l'infanterie américaine retranchée sur les 2 flancs. C'était le scénario cauchemardesque. La doctrine blindée allemande était conçue pour empêcher les chars sans soutien d'infanterie. Terrain clos, incapable de manœuvrer, cibles assises. Le commandant du 2e tigre a essayé de pousser le char de tête. Il s'est approché à 5 mètres, a abaissé sa lame et a fait rugir son moteur. Le plan était de pousser le tigre désactivé suffisamment en avant pour créer un espace. Peut-être le pousser complètement hors de la route. Le moteur du 2e tigre a rugi. Ses chenilles ont tourné, déchirant la surface de la route à travers les débris. Le char désactivé n'a pas bougé. Sa chenille gauche bloquée agissait comme une ancre. Le poids de la coque pressait vers le bas à travers le mécanisme grippé. 56 tonnes réparties sur 8 roues de route. La friction était énorme. Après 30 secondes, les chenilles du 2e tigre ont commencé à glisser.
Les anneaux de pneus en caoutchouc fumaient. Le commandant a abandonné avant d'endommager son propre véhicule. Les Allemands étaient maintenant des cibles stationnaires, dans un emplacement connu. Le lieutenant de Malister était déjà sur la radio. Mission de tir appelée à 6h26. Coordonnées transmises. Ajuster le tir. 3 batteries d'obusiers de 105 mm ont confirmé. Tubes élevés. Charge Propulsive Charges. Obus hautement explosif. Fusée à temps variable réglée pour explosion aérienne. Le piège était tendu. L'appât était pris. Et maintenant les vrais chasseurs étaient en route. La cible n'était pas les tigres eux-mêmes. L'artillerie américaine ne pouvait pas pénétrer le blindage supérieur d'un tigre à cette distance. La cible était l'infanterie soutenant les chars. Les premiers obus réglés pour explosion aérienne ont frappé à 6h30. Ils n'ont pas explosé au sol. Ils ont explosé à 20 pieds au-dessus de la haie, pulvérisant des milliers de fragments d'acier rouge vers le bas dans un cône de mort. Le phosphore blanc a enflammé la végétation sèche, créant une fumée suffocante et brûlante. Pour les grenadiers Panzer se cachant dans les haies, c'était un massacre. Il n'y avait pas d'abri contre une attaque qui venait d'en haut. Ils ont craqué. Ils se sont dispersés. Certains ont essayé de rester avec les chars, se mettant à couvert derrière les coques massives, seulement pour être déchirés par la salve suivante. D'autres ont fui sur la route, abandonnant le blindage. En 2 minutes, les tigres étaient seuls. Sans infanterie, ils étaient aveugles et vulnérables. Leurs puissants canons de 80 mm étaient inutiles contre une cible qu'ils ne pouvaient pas voir. Les mitrailleuses, servies par l'équipage, ne pouvaient pas s'abaisser suffisamment pour engager les cibles à la base des coques. Un seul fantassin déterminé avec une charge de sac à dos pouvait maintenant s'approcher depuis un terrain mort et détruire une machine de plusieurs millions de Reichsmark. Les tigres valaient plus que les hommes qui les soutenaient. C'était les mathématiques froides de la doctrine blindée allemande en 1944. Les tankistes entraînés étaient irremplaçables. Chaque tigre représentait un atout stratégique. Perdre un char était un coût stratégique. Perdre de l'infanterie était un inconvénient tactique. Mais maintenant l'atout irremplaçable était coincé, et les forces américaines n'allaient pas laisser passer cette opportunité. Le peloton 22 de Sherman est arrivé à 6h45. 4 chars M4A1. Mais ce n'étaient pas les vieux Sherman avec les canons de 75 mm qui rebondissaient sur le blindage du Tigre. Ceci était nouveau. Ils portaient le canon haute vélocité de 76 mm, canon plus long, vélocité initiale plus élevée, une arme capable de pénétrer 4 pouces de blindage à 500 mètres. Les commandants de Sherman connaissaient l'emplacement du Tigre. Ils savaient qu'ils étaient immobilisés, et ils savaient que l'infanterie allemande s'était dispersée. Ils n'ont pas engagé le Tigre de tête. Ils n'ont pas roulé dans le même piège. Ils l'ont contourné. Ils ont manœuvré à travers les lacunes dans le bocage que les tigres ne pouvaient pas naviguer. Chars plus légers, suspension plus simple, chenilles plus étroites. Ils ont utilisé le terrain même qui avait été un enfer vert pour leur propre infanterie. Comme arme contre la perfection sur-ingénierie des tigres, ils ont atteint des positions de tir 300 mètres derrière la formation allemande. Les tigres faisaient face dans la mauvaise direction. Leur tourelle pouvait pivoter, mais lentement. 62 secondes pour une rotation complète de 360 degrés. Les Sherman avaient 30 secondes pour tirer avant que les tigres ne puissent mettre leurs canons principaux en position. À 6h50, les 4 Sherman ont tiré simultanément. Ils n'ont pas ciblé le blindage frontal. Ils n'ont même pas ciblé les plaques latérales. Ils ont ciblé le pont moteur du Tigre, le plus à l'arrière. Le blindage le plus fin sur tout le véhicule, 25 mm, incliné, mais pas assez fortement. 3 obus perforants de 76 mm ont pénétré. Ils ont percé le pont d'acier mince et dans le compartiment moteur. Un a frappé les réservoirs de carburant. Le Tigre a éclaté. Pas une explosion hollywoodienne, une expansion rapide et violente de carburant brûlant et de fumée. Les flammes ont jailli des grilles du moteur. Épaisse fumée noire de caoutchouc et d'huile en feu. L'équipage avait 15 secondes pour évacuer avant que les munitions le cuisent. 5 hommes sont sortis. 3 des écoutilles de tourelle, 2 de la coque. 2 d'entre eux étaient en feu. Ils ont roulé dans la terre, hurlant. Les tigrés restants se sont rendus à 7h00. Les équipages sont sortis, mains levées haut, sous-vêtements blancs attachés à leurs antennes radio. Les mathématiques avaient changé. 3 tigres piégés sur une route étroite. Blindage américain, derrière eux. Artillerie américaine ciblée sur leur position. Infanterie américaine se rapprochant depuis les flancs. Pas de soutien d'infanterie. Aucun moyen de manœuvrer, aucun moyen de gagner. La reddition était le seul choix rationnel. Vivre pour être échangé ou rapatrié. Mieux que de brûler à mort à l'intérieur d'un cercueil d'acier de 56 tonnes. Le Tigre de tête désactivé, le Tigre de Malister, a été remorqué vers un atelier de campagne pour analyse. Des ingénieurs américains se sont jetés dessus. Ils ont photographié chaque détail. Ils ont mesuré l'épaisseur du blindage. Ils ont examiné le train de roulement. Et ils ont trouvé le fil. Il était toujours enroulé autour des roues de route. Ils ont eu besoin de chalumeaux pour l'enlever. Le fil avait mordu si profondément dans les pneus en caoutchouc qu'il avait rayé l'acier en dessous. L'autopsie était clinique. Le bras de suspension était fracturé. La barre de torsion était fissurée. Le support de montage était plié. Temps total de réparation, 12 heures. Les pièces étaient disponibles dans les stocks capturés. Le Tigre était à nouveau opérationnel en soirée,
mais il n'est jamais retourné au combat. Les pénuries de carburant l'ont maintenu immobilisé pour le reste de la campagne. En août, il était assis dans un dépôt au sud de Saint-Lô, attendant un carburant qui n'est jamais arrivé. En septembre, l'équipage a été réaffecté. En octobre, les unités américaines avançant ont capturé le dépôt. Le Tigre a été chargé sur une plateforme et expédié au terrain d'essai d'Aberdeen dans le Maryland pour évaluation. L'officier commandant de Malister l'a proposé pour une étoile de bronze. La citation était brève. Langage bureaucratique, pour action innovante résultant en la neutralisation du blindage ennemi. Les documents ont remonté la chaîne de commandement. Bataillon, régiment, division. La médaille a été approuvée en août. Elle a été présentée en septembre lors d'une formation dans un champ boueux à l'extérieur d'Aix-la-Chapelle. Et puis James Malister est retourné au travail. Après la guerre, il est retourné à Pittsburgh. Il a utilisé la loi GI Bill pour terminer un diplôme d'ingénieur. Il a travaillé comme électricien pendant 31 ans. Un homme syndiqué, emploi stable. Il s'est marié en 1947. Il a eu 3 enfants. Il a pris sa retraite en 1976. Il est décédé en 1989 de complications d'un cancer du poumon. Sa nécrologie dans le Pittsburgh Post-Gazette a mentionné son service militaire en une phrase. Récipiendaire de l'étoile de bronze, ingénieur de combat de la Normandie à l'Elbe. La nécrologie ne disait rien sur le fil. Rien sur le Tigre. Sa famille savait qu'il avait été à la guerre. Il ne connaissait pas les détails, mais la nouvelle s'est répandue parmi les ingénieurs de combat. L'histoire est devenue une légende. Les rapports après action ont circulé. L'astuce du fil est apparue dans les résumés de renseignements. Les manuels de terrain ont été mis à jour. En juillet 1944, les compagnies d'ingénieurs à travers le théâtre européen transportaient des bobines supplémentaires de fil. Pas pour les communications, pour les pièges. Certains ont essayé de reproduire le succès de Malister. Les résultats étaient mitigés. Le fil fonctionnait contre les tigres et les panthères quand les conditions s'alignaient. Route étroite, ancrage ferme, surprise, bon angle d'approche, mais il échouait contre les chars plus légers avec un train de roulement plus simple. Il échouait dans la boue où le fil s'enfonçait avant que le char ne l'atteigne. Il échouait quand les équipages de chars apprenaient à le surveiller. Les manuels de terrain allemands ont été mis à jour en août. Des avertissements sur les pièges à câbles sont apparus dans les bulletins techniques distribués aux unités Panzer. Les équipages ont reçu l'ordre d'avoir un homme marchant devant la formation en terrain fermé pour couper tout fil suspect et mitrailler la base des haies avant d'avancer. Les contre-mesures étaient efficaces. En septembre, l'astuce du fil fonctionnait rarement. La fenêtre tactique était brève, juin à août 1944, 3 mois. Mais son impact a été documenté. Au moins 11 chars Tigre et Panthère ont été immobilisés par des pièges à fil pendant cette période. Pas détruits, pas capturés, juste arrêtés. Forcés de s'arrêter dans des positions exposées où ils pouvaient être contournés ou détruits par tir indirect. Dans les mathématiques de la guerre blindée, un char arrêté était souvent aussi précieux qu'un char mort. Il bloquait les routes, il consommait des ressources, il nécessitait une récupération. Il mobilisait des ingénieurs et des mécaniciens. Et le Tigre lui-même représentait le dilemme stratégique de l'Allemagne. Il était suringénierier, cher, nécessitant un entretien intensif. Il était tactiquement dominant, mais stratégiquement non pertinent. L'Allemagne a produit 1884 chars Tigre 1 entre 1942 et 1944. Au cours de cette même période, l'Union soviétique a produit 57 000 T-34. Les États-Unis ont construit 49 000 Sherman. La qualité ne pouvait pas compenser la quantité à cette échelle. Chaque Tigre détruit était irremplaçable. Chaque Tigre arrêté était une ressource gaspillée. Chaque heure passée à réparer un Tigre était une heure non passée à réparer 3 Panthères ou 6 Panzer IV. La conception des roues entrelacées, la caractéristique qui rendait le Tigre si capable, était sa perte. C'était une ingénierie optimale pour des conditions idéales. C'était catastrophique sur le terrain. Les roues chevauchantes distribuaient le poids magnifiquement. Propres et entretenues, elles se coinçaient catastrophiquement lorsqu'elles étaient encrassées. La conception nécessitait la paix pour fonctionner correctement. Elle avait besoin d'un terrain lisse, de conditions sèches et d'un entretien régulier. La guerre ne fournissait rien de tout cela. Le bocage était boue, fil et débris. Le front de l'Est était boue gelée en hiver, boue liquide au printemps. L'Afrique du Nord était sable et gravier. Chaque environnement exposait la vulnérabilité du Tigre. Le piège à fil a exposé une vérité plus profonde sur les systèmes complexes. Ils échouent de manière simple. Plus la conception est sophistiquée, plus elle devient fragile. Les roues entrelacées du Tigre étaient optimales pour la distribution du poids. Elles créaient des vulnérabilités que les conceptions plus simples évitaient. La suspension verticale à volute du Sherman était rudimentaire en comparaison. 5 roues de roulement par côté, pas de chevauchement, pas d'entrecroisement, juste des ressorts hélicoïdaux et des amortisseurs. Elle offrait une conduite plus chaoteuse. Elle créait une pression au sol plus élevée, mais elle était également modulaire, réparable
résistante à l'empressement. Un équipage de Sherman pouvait remplacer une roue de roulement en 20 minutes. Avec des outils de base, un équipage de Tigre avait besoin d'une demi-journée et d'un équipement spécialisé pour changer une roue intérieure. Ce principe s'étendait au-delà du blindage. Le chasseur à réaction Luftwaffe ME-262 était plus rapide de 100 miles par heure que tout ce que les Alliés déployaient, mais ses moteurs duraient 12 heures avant de nécessiter un remplacement, et il nécessitait des pistes en béton lisse que les bombardiers alliés détruisaient chaque nuit. La fusée V2 allemande était une merveille technique. Elle coûtait également autant qu'un bombardier quadrimoteur et livrait une ogive d'une tonne avec une précision médiocre. Les armes miracles allemandes étaient des merveilles d'ingénierie et des études d'impraticabilité. Elles gagnaient des batailles. Elles perdaient des guerres. Elles démontraient une supériorité technique et une faillite stratégique. Elles prouvaient que la sophistication sans durabilité est un chemin vers la défaite. Les Alliés gagnèrent avec des armes plus simples produites en nombre écrasant. Le Sherman était inférieur au Tigre en combat direct, mais l'Amérique construisit 50 Sherman pour chaque Tigre produit par l'Allemagne. Malister ne comprenait rien de tout cela. Il n'était pas un analyste stratégique. Il était électricien et savait comment les machines tombaient en panne. Il vit un espace dans les roues et pensa à le bloquer. Il n'y avait pas de grande stratégie, pas d'analyse sophistiquée, pas de compréhension profonde de la philosophie d'ingénierie allemande. Juste un homme avec 300 pieds de fil et 90 secondes pour agir. Juste le calcul désespéré que tout valait la peine d'être essayé. Si l'alternative était une mort certaine, cela suffisait. La guerre ne bascula pas sur des pièges à fil. Elle bascula sur la logistique, la capacité industrielle et les mathématiques. Mais les actions individuelles comptaient dans les contextes locaux. Un Tigre immobilisé sauva 32 vies dans une haie. Et le piège à fil perdure. Il apparaît dans les manuels de formation à Fort Moore, les études de cas à l'école du génie de l'armée, les articles académiques sur les mesures anti-chars improvisées. Il représente quelque chose d'essentiel sur la guerre qui transcende la technologie. La complexité crée la fragilité. L'ingéniosité trouve la faiblesse. Le désespoir engendre l'innovation. Malister n'a jamais prétendu être innovant. Dans sa seule interview enregistrée donnée en 1987 à un journal local enquêtant sur les histoires de vétérans, il déclara « Je ne voulais simplement pas mourir ce matin-là. Le fil était dans ma main. Les poteaux étaient juste là. » Cela semblait valoir la peine d'essayer. Je ne pensais pas que cela fonctionnerait, mais ne rien faire n'allait certainement pas fonctionner. Valoir la peine d'essayer. Deux mots qui résument l'innovation sur le champ de bataille à travers les siècles. La plupart des tentatives échouent. Quelques-unes réussissent. Les réussites sont mémorisées, analysées, mythifiées. Les échecs disparaissent dans le bruit du combat. La différence tient souvent à la chance. Si le fil de Malister avait été 6 pouces plus haut, le Tigre serait passé en dessous. Si les poteaux avaient été pourris, ils auraient cassé. Si le commandant avait été plus prudent, il aurait envoyé l'infanterie en avant. Mais les variables s'alignèrent. Le fil tint, le piège bloqua, la formation s'arrêta, les Sherman contournèrent, les Allemands se rendirent, Malister survécut. Le Tigre fut retiré de la production en août 1944. L'Allemagne transféra ses ressources vers le Tigre II, qui avait un blindage encore plus épais et une mécanique encore plus complexe. Il avait également des roues qui se chevauchaient. Les vulnérabilités demeuraient. Les concepteurs de blindés modernes s'en souviennent. Les chars de combat principaux contemporains utilisent moins de roues de roulement, mais plus grandes. 6 par côté sur le M1 Abrams, 7 sur le Léopard 2. Des systèmes de suspension simplifiés qui privilégient la maintenabilité plutôt que la qualité de conduite optimale. Les leçons tirées des échecs du Tigre furent incorporées dans chaque conception de char. Depuis, l'élégance est précieuse, la fiabilité est essentielle. La complexité sans robustesse est un handicap. Juin 1944 enseigna cette leçon dans le sang et l'acier. Malister l'enseigna avec du fil et 90 secondes de courage. Le fil de Malister est conservé aujourd'hui. Le musée de l'infanterie à Fort Moore, en Géorgie, l'abrite dans une vitrine climatisée. Il est exposé avec une carte dactylographiée expliquant son utilisation. La plupart des visiteurs passent devant sans s'arrêter. Le fil paraît ordinaire. Câble d'acier effiloché, taches de rouille, isolation en tissu vert délavé. Rien de spectaculaire, rien qui suggère ton importance. Mais il arrêta une machine conçue pour être imparable. Il prouva que 56 tonnes de blindage, 4 pouces d'acier trempé et 700 chevaux vapeur pouvaient être vaincus par 8 onces de fil appliquées au bon endroit avec le bon timing. Il démontra que chaque système, aussi sophistiqué soit-il, a des vulnérabilités. La leçon ne porte pas sur le fil. Elle porte sur la vision des systèmes tels qu'ils sont, et non tels qu'ils sont censés être. Le Tigre était destiné à dominer. Mais il était aussi un ensemble de composants sous contrainte. Roues et chenilles, et goupilles et supports. Chacun un point de défaillance potentiel. Malister n'attaqua pas les forces du Tigre. Il visa une faille dans sa complexité. Il trouva le point où la sophistication devint vulnérabilité.